C'est l'Adosphère, Adosphère. l'émission francophone qui parle aux ados. Salut à toutes et à tous, c'est Loïne et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'Adosphère, l'émission radio qui parle aux ados, mais pas que. Alors si vous êtes dans la catégorie ado, restez bien à l'écoute parce qu'il va se passer plein de choses dans l'heure qui va suivre avec du fun, de l'actu, de la culture et un animal marin. Mais aussi si vous n'êtes pas ado, restez quand même parce qu'il va se passer exactement la même chose et je pense que ça peut intéresser tout le monde. Alors dans cette émission, on parle de tout ça tous les mercredis à 18h et en rediffusion tous les samedis à 13h, mais aussi en podcast sur notre site internet, c'est accessible, mais aussi sur nos réseaux sociaux, en particulier sur Spotify. Si vous tapez sur Spotify la lettre C, espace L, apostrophe et Adosphère, tout accroché, vous pourrez nous retrouver et vous pourrez retrouver toutes les émissions précédentes en podcast. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas qu'est-ce qui est une bonne nouvelle. Et on va commencer cette émission avec l'actualité de la semaine. C'est On Air dans l'Adosphère. Adosphère. Un point sur l'actualité de la semaine. Et on commence avec la bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle musicale et artistique. C'est le Flash Bonne Humeur, la bonne nouvelle de la semaine. Cette bonne nouvelle, c'est la redécouverte d'un mur chez Bozo. Chez Bozo, c'était le premier club d'écrivains de musique au Québec dans les années 1959-1960. Et sur ce mur, il y a plein d'artistes qui avaient signé et qui avaient mis leurs mains en peinture. Et donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. On peut retrouver André Gagnon, Félix Leclerc, Alice Roby, Pauline Julien, Édith Piaf, Yves Montand, Simone Signoret ou encore Guy Béard. Et c'est assez incroyable parce que ce mur a disparu pendant des dizaines et des dizaines d'années. On pensait qu'il avait complètement disparu. Et en fait, il était juste caché sous d'autres couches de peinture qui, quand le lieu a été complètement abandonné, les couches de peinture se sont dégradées jusqu'à faire réapparaître ce mural. C'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, il suffit de faire réapparaître l'entièreté du mural parce que pour le moment, cette peinture, elle est visible en partie uniquement. Et puis, il s'agira également de la protéger maintenant qu'elle a été redécouverte pour pas qu'elle ne soit à nouveau abîmée. Et on va continuer avec des rubrique actualité un tout petit peu plus lambda pour le reste de cette émission. Et on va commencer d'abord avec un debunk. Alors un debunked, pas vraiment, mais vous allez voir, ça y ressemble. Le décodeur, une info ou une infox, décryptée ou débunkée. Le Groundhog Day, c'est le jour de la marmotte. C'est un événement qui est célébré en Amérique du Nord, le jour de la Chandeleur. Et la Chandeleur, c'était lundi, le 2 février. Et le but, c'est de prendre une marmotte et de l'observer. Et si on voit son ombre à la sortie du terrier, l'hiver durera 6 semaines de plus. Sinon, le printemps arrivera bientôt. Donc, il y a plein de gens qui observent les marmottes pour savoir s'il sera bientôt le printemps ou si on va rester en hiver encore un petit moment. C'est assez fou parce que... Alors, c'est pour ça que je vous disais que je la rentre dans la catégorie debunk fake news, parce qu'il est bien évidemment complètement pas du tout scientifique de vérifier si l'hiver est bientôt fini ou pas en regardant l'ombre d'une marmotte. J'espère que vous vous rendez compte de l'absurdité du truc. Mais bon, c'est une tradition un peu drôle, alors on l'a gardée et on l'a fait tous les ans comme ça. Et lundi d'ailleurs, qu'est-ce qu'ont prédit les marmottes ? Je vais vous le dire tout de suite. Au Canada, c'est plutôt un printemps qui va arriver rapidement. Alors qu'en vrai, dans les maritimes, il y a eu plutôt de la neige ces derniers jours. Alors on a un peu du mal à croire au printemps qui arrive rapidement, mais bon, on espère que ce sera le cas. Et maintenant, on va parler des actualités lambda de cette semaine. Le top actu. 3 actus en bref. La première actualité, c'est une annonce qui a été faite par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Elle vous concerne peut-être pas directement, mais elle concerne certainement certains d'entre vous qui ont des petits frères ou des petites sœurs, avec l'entrée à la maternelle qui est proposée à partir de 4 ans. En fait, c'est un débat qui est mis en place en Nouveau-Brunswick pour pouvoir essayer de voir si ça serait possible de commencer la maternelle à 4 ans. C'est déjà le cas dans d'autres provinces au pays, au Canada, mais c'est pas forcément le cas au Nouveau-Brunswick. Alors la province a annoncé qu'elle y réfléchissait.
Alors, il y a des gens qui sont plutôt pour et d'autres qui sont plutôt contre. Il y en a qui pensent qu'à 4 ans, il y a des enfants qui portent encore des couches et que du coup, ce serait compliqué de les amener à l'école, à la maternelle, dès 4 ans. Il y en a qui se disent c'est bien parce qu'il manque de place en crèche, alors ça permettrait de pouvoir trouver d'autres solutions pour les élèves. Et puis, il y a d'autres gens qui se disent mais où est-ce qu'on va mettre ces élèves quand il y a certaines écoles qui sont déjà complètement prises d'assaut avec beaucoup trop d'élèves par rapport au nombre de places. Enfin bref, encore un débat. La décision n'est pas encore prise, mais c'est une idée qui a été posée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ces dernières semaines. Et on change complètement d'information. On va parler de quelque chose qui n'a aucun rapport avec le décès d'une actrice très connue, Catherine O'Hara. Elle est décédée cette fin de semaine, elle est décédée vendredi. Et Catherine O'Hara, pourquoi je vous en parle? Parce que vous l'avez certainement déjà vue dans un film très très connu, enfin dans plusieurs films très très connus, des films qu'on a certainement tous vus et revus à Noël. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Alors ces films-là, ils sont sortis, je vous l'accorde, il y a un petit moment. Ils sont sortis dans les années 1990 avec le tout premier qui est sorti exactement en 1990. C'est l'histoire de Kevin McAllister qui est oublié à la maison par ses parents quand ils partent en vacances. Et en fait, il y a des cambrioleurs qui veulent venir et il va mettre en place tout un stratagème pour faire peur aux cambrioleurs et les piéger. Un film très très connu. Catherine O'Hara, c'était la maman dans ce film-là. Et donc, elle est devenue extrêmement célèbre avec ça. Elle a fait aussi également plein d'autres films. Et donc, elle est décédée le 30 janvier. Et c'est quelque chose qui a profondément attristé beaucoup de gens parce qu'elle était assez connue. Et enfin, la dernière information dont on va parler, c'est une information de sport parce que cette semaine, c'est le début des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina en Italie. C'est les Jeux Olympiques d'hiver 2026. On y revoit pas mal de Canadiens, mais ça, on en parlera dans un instant avec John Boutot. Et tout de suite, je vais vous parler de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver. Les tout premiers Jeux Olympiques d'hiver, ils ont eu lieu à Chamonix en 1924. Dans cette première édition, il n'y avait pas beaucoup de sports. Il y avait le ski de fond, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le hockey sur glace, le combiné nordique, le saut à ski, le bobsleigh, le curling et la patrouille militaire. Ils ont eu lieu tous les 4 ans, de 1924 à 1936, puis ils ont été interrompus par la Seconde Guerre mondiale, malheureusement. Puis ils ont repris en 1948. Ils sont organisés jusqu'en 1992, exactement la même année que les Jeux d'été. Mais après, pour pouvoir mettre un peu plus d'alternance, il a été décidé que tous les 2 ans, ce seraient les Jeux d'été, tous les 2 ans, ce seraient les Jeux d'hiver, ce qui fait que du coup, les Jeux d'été reviennent tous les 4 ans et les Jeux d'hiver reviennent tous les 4 ans, mais c'est en alternance. Alors, il y a eu au total 24 éditions. Les 2 seules annulées, c'est 1940 et 1944. Et celles de 2022, ils ont eu lieu quasiment en même temps que les Jeux d'été aussi. Pourquoi ? Parce que ceux de 2020, les Jeux d'été de 2020 avaient été repoussés à cause du Covid. Mais bon, ça y est, 2026, on reprend le rythme normal. Et les prochains Jeux, juste pour l'information, en 2030, ils se passeront en France. Et pour la première fois en 2030, les Jeux ne seront pas rattachés à une ville. Parce que vous savez, quand on parle des Jeux Olympiques, on dit Jeux Olympiques d'hiver de Milan cette année. Ou l'année dernière, on parlait des Jeux Olympiques de Paris. Les années d'avant, il y a eu Sochi, il y a eu Los Angeles, il y a eu Vancouver, etc. En 2030, ils ne seront pas rattachés à une ville, ce sera les Jeux Olympiques des Alpes françaises. Ce sera attaché à une région, à toute une partie de la France. Mais en attendant, on va se concentrer sur les Jeux qui se passent en ce moment et on espère que le Canada va rapporter plein de médailles. Et on va parler d'ailleurs de ces médailles-là dans un instant, dans notre rubrique culturelle. C'est l'Adosphère. Adosphère. Et nous voilà dans la rubrique culturelle où on va parler de musique, de lecture et de sport. C'est le passeport des curieux dans l'Adosphère. Le repère des recommandations culturelles. Et on va notamment parler d'un sport dont on a pas mal parlé déjà dans cette émission. Je vous parlais un peu plus tôt de l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, et parce que ceux-ci commencent tout bientôt. Et on va en parler de nouveau aujourd'hui dans la catégorie sportive. C'est la pause transpi avec John Boutot, enseignant. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des Jeux Olympiques d'hiver 2026, jusqu'où l'humain peut aller. En février 2026, bien sûr, les Jeux d'hiver auront lieu en Italie, à Milan-Cortina.
Plus de 2900 athlètes provenant de près de 90 pays s'affronteront dans 16 disciplines. Et non seulement le Canada se plaît vraiment aux Jeux olympiques d'hiver, donc on arrive avec une tradition dominante. En moyenne, on obtient toujours 25 médailles par édition depuis 2010. 2010 qui étaient les derniers Jeux qui ont eu lieu au Canada à Vancouver. Mais au-delà des podiums, les Jeux représentent des années de sacrifice, des carrières qui se jouent en quelques secondes. En 2026, le monde ne regardera pas seulement qui gagne, il regardera jusqu'où l'humain peut repousser ses limites. Et alors, si pendant le sport vous avez besoin d'un peu de motivation, je vous conseille également un petit peu de musique. En musique, avec Denis Melançon, enseignant. Beau dommage dans le fond, groupe phare de la musique francophone au Québec. C'est un groupe folk rock québécois formé en 1972, composé de Pierre Bertrand, Marie-Michel Desrosiers, Réal Desrosiers, Michel Hinton, Pierre Huet, Robert Léger et Michel Rivard. La formation musicale se distingue surtout par le son unique des harmonies vocales, l'originalité et la qualité des textes, l'éclectisme et de musique, la qualité impressionnante de créateurs au sein du groupe. Lancé le 9 décembre 1974, Beau dommage, le premier album du groupe, remporte un succès phénoménal, notamment avec le titre « La complainte du phoque en Alaska ». Le deuxième album, Où est passé les noces, paraît en 1975 et connaît tout autant de succès. Les micro-sillons Un autre jour arrive en ville et Passagers sont tous deux lancés en 1977. Tous les disques du groupe atteignent le statut de disque d'or, dont au moins 50 000 exemplaires vendus. Le groupe se dissout en 1978 et se reforme en 1994 pour une courte période de 2 ans, le temps d'un nouvel album studio et d'une tournée majeure au Québec et en Europe. Alors, la pièce spéciale que je vous ai choisie cette semaine nous vient du premier album de 1974 intitulé « Beau dommage ». La pièce s'appelle « Ginette ». Et pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus calmes, eh bien il est temps de passer à notre balado sur la lecture. Le coin lecture, présenté par Annette Boudreau, aide-bibliothécaire. Le livre d'aujourd'hui, c'est Troisième mission par Prisca Poirier. Nous retrouverons Stella de la série Les Éternels, qui a terminé sa formation à l'Académie de l'Envolée et a décidé de suivre les pas de sa mère en devenant une ange guerrière dont la mission est de protéger les humains. Dans cet opus, Stella a pour mission d'empêcher un super démon de dominer le monde. Face à une menace d'une ampleur inédite, Stella et ses alliés doivent unir leurs forces pour contrer un être maléfique au pouvoir extraordinaire. Disponible comme format papier à la bibliothèque Le Comorin. Et voilà, j'espère qu'on vous a donné plein de belles idées de choses à faire, à voir, à regarder, à écouter, à lire, et que nous pourrons vous donner d'autres informations la semaine prochaine. On va continuer un petit peu, vous allez voir, avec cette thématique des Jeux Olympiques qui va revenir dans un instant avec notre rubrique Random. C'est l'Adosphère. Adosphère. Troisième partie de C'est l'Adosphère et pas des moindres puisque c'est la partie complètement random avec plein d'informations à la fois intéressantes mais carrément inutiles. Alors on commence tout de suite. C'est inutilement essentiel dans l'Adosphère. Le plein hebdomadaire d'infos absolument oubliables et donc totalement indispensable. Et parmi ces informations complètement inutiles, on va quand même parler à de nombreuses reprises des Jeux Olympiques d'hiver qui commencent avec les premiers événements le 4 février et la cérémonie d'ouverture qui est vendredi 6 février à partir de 14h. Soit vous pourrez la regarder, soit vous avez pu la regarder il y a quelques temps. Alors, de quoi on va parler à propos des Jeux Olympiques? On en a parlé déjà dans la première partie, mais là, on va parler notamment d'un fun fact à ce propos. Ça ne sert à rien, c'est inutile, mais c'est drôle. Voici le phonoscope. Et ce fun fact donc qui s'est passé en 2014 lors des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en Russie. Et donc, lors de ces Jeux Olympiques d'hiver, il y a eu une flamme olympique. Comme tous les jeux, il y a des flammes olympiques qui font un petit tour avant d'arriver au lieu des Jeux Olympiques. Et cette flamme-là, elle a fait un truc assez extraordinaire.
elle a été dans l'espace. Elle a été mise à bord d'une fusée et elle a fait un petit tour de l'espace avant de redescendre sur Terre. C'est donc une flamme olympique astronaute. On va parler également des Jeux Olympiques pour le record du monde. Alors, un record du monde qui est détenu par 2 personnes, mais vous allez voir, qui est assez intéressant. Les exploits fous. Les exploits fous. Des records du monde qui n'ont aucun sens. Et ce record du monde, c'est le nombre de fois que certaines personnes ont participé aux Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est tous les 4 ans. Et il y a 2 personnes, en saut à ski, Noriaki Kasai, un japonais, et en patinage de vitesse, une allemande, Claudia Pechstein, qui ont tous les 2 participé 8 fois aux Jeux Olympiques d'hiver. Alors, 8 fois, avec 4 ans entre chaque fois, ça fait plus de 26 ans. Ça fait dire que les compétiteurs étaient plutôt âgés lors de leur dernière compétition et certainement assez jeunes lors de leur première compétition aux Jeux Olympiques d'hiver. Alors bravo à eux et on verra justement s'il y a d'autres personnes qui battront ce record dans le futur et pourquoi pas cette année. Et on va changer complètement de sujet pour les autres questions de cette partie random, puisqu'on va parler maintenant de quelque chose de complètement différent, puisque aux Jeux Olympiques, il faut être très sportif, alors que là, le mot que va nous présenter Fabien, c'est tout sauf du sport. Voici maintenant le dictionnaire des bizarretés présenté par Fabien Kokolkov, enseignant. Bon, là, faut qu'on se dise les vraies affaires aujourd'hui. Ça m'a pris vraiment longtemps d'écrire cette chronique parce que j'ai passé mon temps à procrastiner. Tiens d'ailleurs, tu sais d'où ça vient, toi, le mot procrastination ? Ben non, ça vient d'où ? Procrastination, ça nous vient du latin procrastinatio. Si on l'explique un peu plus en détail, le préfixe pro en latin, c'est l'idée d'aller dans une direction et crastinus veut dire de demain. Donc quand on les assemble, ça donne aller dans la direction de demain. On utilise le mot pour parler de toutes les choses qu'on devrait faire aujourd'hui, mais qu'on va plutôt remettre à demain. Mais on sait tous que ce demain, c'est pas vraiment demain. Parce qu'on s'entend que quand on dit qu'on va commencer à faire du sport demain, c'est juste une manière d'arrêter de culpabiliser d'être assis dans le sofa à manger des chips. Mais vous savez que la procrastination, c'est pas juste qu'on est lâche et qu'on veut pas faire les choses. Il y a souvent une raison en arrière de tout ça. Ce qu'on doit faire nous fait peur, nous cause du stress, ou on n'est pas vraiment sûr de comment y arriver. Alors mes conseils pour combattre la procrastination, essayez de trouver des personnes qui ont de l'expérience dans ce que vous cherchez à accomplir, ça apaisera votre cerveau, et ce sera beaucoup plus efficace que de se répéter « Bon, encore 5 TikTok et je commence mon DM de maths ». Et d'ailleurs, entre Jeux Olympiques et procrastinage, on a posé une question aux élèves de l'école Samuel de Champlain à Saint-Jean. Et toi, tu préfères quoi ? Voici les réponses des 5e années de la classe de Marie-Luce Claveau. Alors, ce qu'on leur a demandé, c'est est-ce qu'ils préféreraient être riches mais tristes ou pauvres mais heureux. Et c'est Madeline qui va nous répondre pourquoi elle préfère être riche mais triste. Car si je suis riche, je n'ai pas besoin de travailler et je peux acheter toutes les choses dans le monde. Et je peux être un peu comme heureux car j'ai toutes les choses dans le monde. Je peux acheter le monde entier. Et maintenant, au tour de Ala de nous dire pourquoi préfère être pauvre mais heureux. Si j'ai pas d'argent et je suis heureux, je peux trouver des façons pour avoir des monnaies. Et si je suis riche et triste, quand je vais aller travailler, comme les gens vont pas m'accepter car comme je parle pas avec quelqu'un et je suis triste. Et moi, je pense que je préférerais être pauvre mais heureux parce que oui, c'est dur d'être pauvre, mais le bonheur, je pense pas que ça s'achète. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel et tant mieux s'il y en a qui pensent que ça s'achète. Ça serait bien plus simple dans la vie, hein, clairement. Et on va parler d'un autre sujet, mais alors vraiment, qui n'a aucun rapport, mais c'est pas grave, dans la journée mondiale du jour. 7 jours dans une semaine, mais une journée mondiale mise à l'honneur.
Et cette journée mondiale, c'est la journée mondiale des zones humides qui avait lieu lundi, le 2 février. C'est une journée qui existe depuis 1997. Cette année-là, le 2 février, en fait, on a décidé de célébrer quelque chose qui s'était passé il y a des années auparavant, le 2 février 1971, avec la convention de Ramsar en Iran. Cette convention, en fait, elle a été signée par 157 pays. Elle reconnaissait ce que c'était qu'une zone humide et elle permettait de mieux comprendre en quoi ça consistait et pourquoi c'était important pour la planète, ces zones-là. En fait, les zones humides, ce sont des zones qui sont à un endroit où il y a de l'eau au niveau de la terre. Donc souvent, c'est des marais ou des choses comme ça, des marécages. Et c'est des endroits qui sont très propices à la nature. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui viennent, il y a beaucoup de plantes très particulières qui y vivent, etc. Il y a plein d'animaux qui s'y croisent. Et bien, ce sont des zones qui sont en danger parce que souvent, quand on veut construire des nouvelles maisons, on a envie de rajouter de la terre par-dessus l'eau pour assécher et pouvoir construire. Mais c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les humains parce que faire ça provoque par la suite des inondations, des sécheresses, etc. Donc c'est vraiment pas bien. Et c'est pour ça que donc le 2 février est une journée pour pouvoir sensibiliser sur ce sujet. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux une vidéo à ce sujet, donc à propos du marais Saint-Trest à Saint-Jean. Et quant à nous, on se retrouve dans une seconde à peine pour parler d'un dernier sujet, un sujet d'animal marin. Comme tous les mois, on va retrouver Jenny Simard. C'est l'Adosphère. Adosphère. Et pour bien finir aujourd'hui, on va parler d'animaux marins, comme on le fait déjà depuis quelques mois. Tous les mois, on découvre un nouvel animal marin un peu emblématique du Nouveau-Brunswick. Et celui-là, en particulier, il est vraiment emblématique des provinces des Maritimes, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, puisqu'il s'agit, vous allez le voir, du homard d'Amérique. Et oui, vous le connaissez sûrement pour être dans votre assiette, mais c'est un animal avant d'être un repas. Alors on va en parler tout de suite. Et pour finir cette semaine, l'Adosphère touche le fond. On parle des animaux marins avec la biologiste marine Jenny Simard. Et je vous le disais, l'animal de cette semaine, on le connaît vraiment bien, le homard d'Amérique. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il a de bien particulier celui-là ? Le homard est tellement bien connu ici dans les Maritimes, il faut en parler. On l'appelle, son nom scientifique est le Homarus americanus. Quand on dit Amérique, c'est pas vraiment le côté américain, là, les États-Unis, c'est vraiment l'Amérique du Nord. Alors, il y a une espèce le long de nos côtes, c'est le homard américain, et une espèce le long des côtes européennes, c'est le homard européen. Alors, ils sont deux espèces différentes. Les homards sont des animaux super intéressants. Ils peuvent vivre très longtemps. Alors, on ne sait pas combien longtemps ils pourraient vivre. On pense que ça peut rejoindre 100 ans. Mais c'est évident que la taille moyenne, alors on pense qu'il peut atteindre la taille de 60 cm. Alors, c'est comme la longueur d'un bat de baseball, là, juste pour vous situer. La femelle est un peu plus large du côté de la queue, parce que c'est là où elle va mettre ses œufs. Et le poids moyen, on pense qu'il peut peser jusqu'à 18 kg. Alors, c'est l'équivalent d'à peu près 2 boules de bowling ensemble dans un sac. C'est quand même assez pesant. Le plus gros qui a jamais été pêché, il faisait 44 livres. Alors, c'est tout le long de la côte ouest de l'Atlantique, nord-ouest. Alors, le côté sud, on pense que c'est à peu près au niveau de la Caroline du Nord, mais il peut aller jusqu'à peu près Terre-Neuve, Labrador. C'est surtout la partie nord de ce territoire-là qu'on le retrouve. Le golfe du Maine, la baie de Fundy, les eaux de la Nouvelle-Écosse, le sud du golfe du Saint-Laurent, c'est là où on a les plus grosses populations. Préfère, c'est plutôt une question de température. Alors, il aime des températures de 5 à 18 degrés Celsius. Et le long de nos côtes, il se retrouve plus au large l'hiver, mais l'été, il est plus le long des côtes. Et il aime des endroits plutôt rocheux parce qu'il aime avoir une petite maison, alors dans une crevasse ou entre deux roches. Mais il peut aussi creuser des genres de cuves scellées sur un substrat, genre comme du sable ou de la vase. Alors, il va, n'importe où il va se trouver, il va essayer d'avoir un terrier où il peut justement se protéger et vivre. C'est un animal qui est plus actif durant la nuit. Alors, c'est là où il part à la recherche de sa nourriture. C'est aussi quand il va essayer de retrouver un partenaire pour se reproduire. Alors, il passe la majeure partie de sa journée dans son abri
Et il est toujours tourné vers la sortie pour pouvoir se défendre. Alors, il rentre dans son terrier la queue en premier. Comme ça, il est prêt à se défendre, il est prêt à voir qu'est-ce qui approche. Il peut manger un peu de tout. Alors, quand il est adulte, il va rechercher évidemment des coquillages. Il aime beaucoup les moules, les palourdes, les pétoncles. Il peut manger des crustacés comme des crabes ou même d'autres homards. Il peut manger des vers marins, des gastéropodes comme les limaces de mer, des oursins, des poissons. Il se nourrit aussi de charognes. Alors, n'importe quel organisme qui est retrouvé mort dans le fond de l'océan, il peut justement se nourrir de ça. Et alors, il contribue beaucoup à recycler les éléments nutritifs au sein de l'habitat, un peu comme les vers de terre dans nos sols. Mais il aime ramener sa nourriture dans son terrier pour le manger, chose qui est assez particulière. Ils ont un cycle de vie qui est super intéressant, qui a beaucoup été étudié par les scientifiques. Les mâles dominants de la région, c'est eux qui ont le droit, entre guillemets, de s'accoupler avec les femelles. Une fois que la femelle trouve son mâle idéal, elle mue, alors elle sort de son ancienne carapace, de son ancienne coquille, et elle va s'accoupler avec le mâle. Et vu qu'elle est encore très, très molle, parce que sa nouvelle carapace est plus molle quand elle vient de muer, elle reste avec lui parce que lui va la protéger pendant les 5 prochains jours. Une fois que sa carapace est plus dure, elle est capable de quitter son abri et la femelle va attendre 1 an avant d'utiliser le sperme pour fertiliser ses œufs. Et ces œufs vont être pondus sous sa queue et une fois qu'elle a tous ses œufs qui sont collés sous la queue, elle courbe la queue pour les protéger et c'est une autre année avant que ses œufs éclorent. Et quand ils éclorent, c'est fantastique à voir. C'est des petits bébés homards qui sortent de là. Ils sont très petits, ça prend une loupe pour les voir. Et ils sont plutôt comme des genres de petites crevettes. Et ces petites crevettes-là, ces petits bébés homards, ils sont capables de se nourrir de minuscules planctons. Et ça prend plusieurs semaines avant qu'ils se développent et qu'ils deviennent un petit animal qui ressemble à un homard. Ils sont juste à peu près 2 à 3 cm de long. Et c'est là où ils commencent à chercher un abri, eux autres mêmes, dans le fond de l'océan. Et ils deviennent des animaux qu'on appelle benthiques, des animaux qui restent et qui vivent dans le fond de l'océan. C'est évident, quand on est petit comme ça, on est vulnérable aux prédateurs, alors on reste beaucoup caché dans nos abris. Mais le homard fait des mues plusieurs fois par année et après ça, 1 fois par année pour grandir. Et ça prend un bon 8 à 10 ans avant qu'il soit une bonne taille. 8 à 10 ans, ça serait la taille de ceux qu'on voit dans les marchés alimentaires, par exemple. Et c'est là où ils commencent à devenir sexuellement matures aussi. C'est un âge où ils peuvent recommencer à se reproduire. Les petits homards, comme la taille du marché, peuvent pondre à peu près 2 à 3 000 œufs. Mais sur ça, il y a simplement quelques bébés homards qui vont survivre à l'âge adulte parce que, étant très petits, ils se font manger par plusieurs autres animaux. C'est intéressant de savoir qu'autour de, surtout de l'île de Grand Manan, on a beaucoup de grands homards, des homards qui font peut-être 40 ans. Et ces grands homards-là, eux, peuvent pondre jusqu'à 80 000 œufs. Alors, c'est grâce à eux qu'on peut avoir une bonne population qui peut justement nous aider à les avoir pour la pêche de 8 à 10 ans plus tard. Alors, c'est ces gros homards-là qui sont importants dans la baie de Fundy. Alors justement, on parlait du fait qu'on peut les manger, on peut les pêcher. Est-ce que c'est une espèce qui est menacée? C'est une espèce qui est réglementée. La pêche est énormément réglementée. Il faut qu'on s'assure qu'on ait encore des homards dans le futur. Alors, ils sont classés sous préoccupation mineure parce qu'il y a quand même une bonne population ici dans la baie de Fundy. Mais comme j'explique, il faut s'assurer qu'on ait encore des bonnes populations dans le futur. Alors, il faut évidemment prendre soin des océans, prendre soin de leurs habitats. Leur menace, c'est évidemment la surpêche. Mais il y a des menaces à long terme qui pourraient entraîner des enjeux supplémentaires pour le homard américain. Et c'est surtout les changements climatiques. Alors, vu que les homards préfèrent des eaux un peu plus fraîches, si les températures augmentent, les températures d'océan, c'est évident que les populations vont peut-être migrer vers le nord. On pense qu'on va en retrouver moins du côté des États comme l'État de Massachusetts ou Maine, et on en verrait plus du côté du nord de leur territoire comme Terre-Neuve et Labrador. Nous avons des zones différentes autour de la province, et il y a des saisons de pêche de homard. Alors, selon dans quelle zone le pêcheur vit, il peut pêcher le homard d'un certain mois à un autre mois, mais pas autour de ces dates-là. Alors, c'est très limité.
Et aussi, ils ont le droit de prendre des homards qui ont une certaine grandeur. Alors, ils ont un outil qui mesure la taille du thorax du homard, du céphalothorax qu'on appelle, alors la tête et le thorax. Et si c'est sous une certaine grandeur, il faut qu'ils remettent le homard à l'eau. Ils n'ont pas le droit de le ramener sur terre. Alors, chaque fois qu'un homard est pêché avec une trappe, il faut qu'ils mesurent le homard. S'il est plus qu'une certaine taille, il le garde. S'il est sous une certaine taille, il faut qu'il le remette en mer. Et j'ai commencé en vous disant que le homard n'était pas qu'un repas, mais on finit finalement en vous disant comment on le pêche. Alors bon, voilà. C'est quand même un animal que je trouve assez impressionnant et majestueux, puis surtout quand on peut voir qu'il change de couleur, comme par exemple avec le homard bleu. Je vous invite à regarder, c'est vraiment magnifique comme couleur cet animal. Et puis les différences de taille, comme en parlait Jenny, c'est vraiment impressionnant. En tout cas, on en a fini pour les animaux marins et dans quelques semaines, on en découvrira un autre. Et il y en a encore plein à vous faire découvrir. Je sais qu'on a parlé du phoque commun dans le passé, mais on va parler également de la baleine de l'Atlantique. On va parler de plein d'autres choses dans le futur. Alors restez à l'écoute parce qu'on a encore plein d'animaux à vous faire découvrir. C'est Ladosphère, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine, le mercredi à 18h et le samedi à 13h en rediffusion. Passez toutes et tous une très belle semaine et à bientôt. C'était l'Adosphère, Adosphère. l'émission francophone qui parle aux ados.